Bonjour à tous, je suis super contente de faire ce webinaire en partenariat avec Malte. Pour me présenter, je m'appelle Kelly, je travaille chez Indie depuis maintenant 3 ans et quelques. Et du coup, aujourd'hui, on va parler des erreurs qui peuvent coûter cher quand on est en micro-entreprise. Parce que oui, en soi, la micro-entreprise, sur le papier, c'est quand même plutôt simple, mais il y a des petites choses auxquelles il va falloir faire attention et c'est tout le sujet de cette présentation. Allez, on va commencer avec le sommaire. Donc au sommaire, on va voir les erreurs qu'on peut réaliser avec l'URSSAF d'une part, ensuite les erreurs avec l'administration fiscale et ensuite les autres types d'erreurs où voilà, c'est un peu en vrac, mais voilà, il faut penser à tout ça. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est vrai que je ne sais pas si vous, donc les personnes qui sont présentes, est-ce que vous connaissez un petit peu Indie ou vous aviez jamais entendu parler de nous? Vous pouvez me répondre dans le chat. Non? OK, ça marche. Ah, quelques-uns qui nous connaissent quand même un petit peu. OK, super, Go Entrepreneur, on y était effectivement. OK, trop cool. Alors pour vous expliquer un petit peu Indie, qu'est-ce que c'est? Oh, on a un client, trop bien. Pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Indie, on est une entreprise lyonnaise. Notre objectif, c'est de simplifier la vie des indépendants en rendant la comptabilité et l'admin simple, intuitif, rapide et ludique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une application, d'accord, qui permettra d'automatiser pas mal de choses. Donc, on prémâche tout le travail, mais c'est vous qui allez réaliser votre comptabilité, vos déclarations, etc. Juste, on vous prend par la main. C'est un peu ça la philosophie de Indie. Et donc, on va pouvoir adresser des sujets comme la création d'entreprise, pour ceux qui veulent créer leur entreprise. Avec l'application, on va pouvoir gérer tout ce qui est comptabilité, gestion, la facturation, évidemment, la partie déclarative. On pourra revenir plus en détail à la fin si vous le souhaitez. Et pour vous donner juste quelques chiffres, on est plus de 300 employés aujourd'hui chez Indie, basés à Lyon et à Paris, et surtout un tiers est dédié au service client. C'est pour ça que on a un taux de satisfaction aussi élevé, c'est qu'on arrive à être réactif et apporter vraiment des réponses personnalisées à nos clients. Et donc c'est 130 000 personnes aujourd'hui qui ont un compte sur Indie, que ce soit en EI, en entreprise individuelle, mais aussi en société, SASU, etc. Pour les questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions en bas à droite. Ce sera beaucoup plus simple pour moi ensuite à la fin pour répondre à vos questions. Et dans tout cas, vous recevrez bien le replay avec toutes les slides. Du coup, vous mettrez pause quand ça vous arrange. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec les erreurs concernant l'URSSAF. Première erreur, c'est plutôt au début, quand on vient de créer sa micro-entreprise, ne pas demander l'ACRE au dépôt de dossier de création à l'INPI alors qu'on est éligible. Donc, il existe différentes conditions pour être éligible à l'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. C'est une aide à la base qui est gérée par l'URSSAF. Donc, en fait, ça permet d'être exonéré à 50% des cotisations sociales durant 4 trimestres civils. Et j'insiste sur le mot civil, parce que mars compte pour un trimestre, par exemple. Et en fait, le truc, c'est qu'avant, on disait qu'il fallait au maximum attendre 45 jours pour pouvoir faire cette demande d'ACRE. Et depuis 1 an et demi, maintenant, je dirais, cette règle n'existe plus. Et c'est vraiment le jour du dépôt de dossier de création à l'INPI. Donc, si parmi vous, des personnes n'ont pas encore créé leur micro-entreprise, faites très attention à ça. Faites vraiment le jour du dépôt de dossier et n'attendez pas quelques jours. Après, derrière, ça reste des humains, l'URSSAF, donc peut-être qu'ils acceptent, mais pour vraiment maximiser vos chances, il faut que vous ayez déposé votre demande le jour du dossier de création. Donc ça, c'est la première erreur, parce que ce serait dommage de passer à côté de cette aide au niveau des cotisations sociales. Ensuite, deuxième erreur, qui est quand même assez connue, non, je dirais pas, mais voilà, il y a pas mal de questions autour, c'est concernant le versement libératoire. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà entendu parler du versement libératoire ou pareil, c'est une notion que vous découvrez là pendant la présentation? OK, donc une galère. Oui, je confirme. OK, donc il y en a quelques-uns qui ne savent pas ce que c'est. Je vais revenir sur les explications et pour ceux qui savent, ça fera une petite piqûre de rappel. Alors en fait, le versement libératoire, c'est la deuxième façon qu'ont les micro-entrepreneurs de payer les impôts. Donc en fait, soit on est ce qu'on appelle au barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc avec effectivement le régime microfiscal, l'abattement forfaitaire. Donc là, pour les impôts, quand on est au barème progressif, on calcule sa base imposable en faisant chiffre d'affaires moins 34% si on est en BNC ou un autre abattement selon le type d'activité. Et ensuite, le résultat qu'on obtient, on additionne les revenus du foyer et on regarde la position dans le barème progressif. Ça, c'est la façon classique pour voir un peu comment calculer ses impôts. Par contre,
Il existe une deuxième façon de payer ces impôts, c'est le versement libératoire, où là, il n'y a pas question de bénéfices imposables, d'abattement forfaitaire ou de tranche d'imposition. C'est juste un petit pourcentage d'impôts qu'on va payer à mesure qu'on déclare son chiffre d'affaires à l'URSSAF. Donc en fait, en plus de payer les cotisations sociales quand on déclare le chiffre d'affaires à l'URSSAF, on va payer un petit pourcentage d'impôts. Donc 2,2% pour ceux qui seraient en BNC, 1,7% pour ceux qui seraient en BIC, prestation de services commercial, et 1% pour ceux qui seraient en BIC, vente de produits. Voilà. Et donc c'est bien l'URSSAF, dans ce cas de figure, qui va collecter l'impôt et qui va donner après à l'administration fiscale. Et donc le site, c'est toujours autoentrepreneur.ursaf.fr. Mais par contre, pour ceux qui sont au versement libératoire, ça ne vous dispense pas de faire une déclaration de revenus en avril-mai. Donc là, on est en plein dedans, presque sur la fin. En avril-mai N+1 pour l'année N. Il faudra quand même se connecter sur impôt.gouv particulier pour faire votre déclaration de revenus et cocher l'annexe pour les micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire. Il y a une annexe qui s'appelle comme ça. Et le truc, c'est que il y a des conditions déjà pour être au versement libératoire. Si vous optez pour le versement libératoire alors que vous ne respectez pas les conditions, si jamais vous êtes contrôlé, vous risquez de devoir rattraper les choses. Ça devient un petit peu compliqué. Donc, il faut déjà bien voir si on respecte les conditions. Donc, première condition, il faut que le revenu fiscal de référence en N-2 soit inférieur. Alors, c'est écrit 27 000, mais je crois que c'est passé à 28 000 cette année. 28 797 €. D'accord. Et en fait, ça, c'est pour quelqu'un qui serait seul dans le foyer fiscal. Si jamais vous êtes plusieurs dans le foyer fiscal, ouais, exactement, Inès, ça a un petit peu augmenté, je viens de me rendre compte. Donc, c'est 28 797. D'accord. Et en fait, vous prenez le revenu fiscal de référence qu'il y a sur votre avis d'imposition en N-2 et vous le divisez par le nombre de parts dans le foyer fiscal. Donc, Carole, par exemple, pour vous, vous prendrez votre revenu fiscal de référence et vous le divisez par 2, parce qu'un enfant, c'est 0,5. Donc, vous plus les 2 enfants, et ça fait 2. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Et la deuxième condition, il faut que votre chiffre d'affaires de l'année d'avant soit inférieur au seuil de la micro-entreprise, à savoir 77 700 € quand on est en prestation de service, BIC ou BNC, et 188 700 € quand on est en vente de produits. Charlotte, quelle est la différence avec la mensualisation de l'impôt? Alors, très bonne question. C'est vrai que ça ressemble un petit peu parce qu'on paye tous les mois. En fait, le versement libératoire, il est basé sur le chiffre d'affaires hors taxe qui est déclaré et c'est un pourcentage qui est appliqué, qui ne change pas. Le truc, c'est que si jamais, par exemple, vous payez plus d'impôts au versement libératoire que ce que vous auriez payé avec le barème progressif, il n'y a pas de régularisation, ils vont pas vous rendre de l'argent. Il n'y a pas de régule avec le versement libératoire. Quand on est au barème progressif, en fait, on peut donc mensualiser son impôt et avec la déclaration de revenus qui survient l'année suivante, il y a les régules. Donc, ils vont vous rendre ou ils vont vous demander de payer plus selon ce que vous avez déjà donné durant l'année. Et là, quand on est au barème progressif, c'est basé sur le bénéfice imposable, donc chiffre d'affaires moins l'abattement forfaitaire. Donc, c'est 2 bases différentes pour calculer l'impôt. Et voilà. C'est un peu technique. Alors, si jamais vous avez des questions, c'est vrai que là, je réponds à quelques questions, mais là, il commence à en avoir beaucoup. Donc, je suis toute seule. Et du coup, si vous pouvez, poser vos questions dans l'onglet questions, on ira, à la fin, on aura un petit temps dédié aux questions-réponses. D'accord? Et comme ça, on va pouvoir avancer et revenir sur les slides d'après. Et justement, c'est tout l'intérêt de la slide suivante. Donc là, du coup, j'ai fait une slide pour vous expliquer un peu le barème progressif, comment ça fonctionne à la base. Donc, on imagine que vous avez un bénéfice imposable de 33 000 €. Vous ne faites pas 30% fois 33 000 €, sinon ça ferait beaucoup d'impôts. Vous faites 0% du premier euro au 11 millième euro, puis 11% du 11 millième euro au 29 millième euro, puis 30% du 29 millième euro au 33 millième euro. C'est progressif le calcul de l'impôt quand on est au barème progressif. Et pour le versement libératoire, en fait, c'est pas parce que c'est simple sur le papier, on déclare chiffre d'affaires et on paye un petit peu, que c'est forcément l'option la plus avantageuse pour vous. Quand on est au barème progressif, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une première tranche à 0%. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas imposé tant que votre activité n'a pas vraiment décollé. Et ça, c'est tout bénef pour un micro-entrepreneur. Par contre, quand on est au versement libératoire, on est imposé dès le premier euro déclaré. Donc, juste vous déclarez 100 €, vous avez payé de l'impôt sur 100 €. Ce serait dommage.
Et ça, c'est vraiment une erreur que j'ai souvent vue. Donc, faites très attention à ça. Il vaut mieux que vous créez vous-même vos acomptes sur impôts.gouv particulier et restez au barème progressif pour après qu'il y ait des régules, que d'opter pour le versement libératoire directement quand on ne sait pas si l'activité va décoller. Et le mieux, c'est d'utiliser un simulateur que l'URSSAF a mis au point. Attendez, je vais vous le partager dans le chat. Simulateur de revenus auto-entrepreneur. Hop, je vous le mets dans le chat. En fait, vous allez voir, vous allez pouvoir rentrer un prévisionnel de chiffre d'affaires, etc., répondre à des questions, donc type d'activité commerciale, libérale, etc., et sélectionner versement libératoire ou non. Et en fait, selon ce que vous choisissez, ça va modifier le montant net d'impôt. Et du coup, vous prenez l'option qui vous donnera le montant net d'impôt le plus élevé. Donc voilà, quand on est au début, qu'on ne sait pas trop comment ça va évoluer, c'est mieux d'être au barème progressif, ça c'est sûr. Et erreur, du coup, erreur, c'est d'opter pour le versement alors qu'on n'y a pas le droit. Allez. Alors, si jamais vous voulez changer, sachez que c'est l'URSSAF qui va, enfin, c'est sur le site autoentrepreneur.ursaf que vous pouvez choisir votre option versement libératoire ou non, ou bien directement les appeler. Hein. Moi, j'ai mon beau-frère qui était en micro-entreprise, il avait pris le versement libératoire alors qu'il il fallait pas, et je lui dis de changer. Il a appelé l'URSSAF et il a pu changer du coup par la suite. Pensez bien du coup à poser vos questions dans l'onglet questions, s'il vous plaît. Ce sera plus simple pour la suite. Allez, je continue. Juste, voilà, l'avis d'imposition, ça ressemble à ça. Vous avez sur votre avis d'imposition de N-2 le nombre de parts fiscales, c'est en tout petit, je suis désolée, dans l'encadré rouge. Nombre de parts et le revenu fiscal. Vous divisez le revenu fiscal par le nombre de parts. Comme ça, vous voyez si c'est inférieur ou égal à 28 797 €. Ensuite, on va voir les erreurs avec l'administration fiscale. Donc, les impôts. Premièrement, on est en plein dans la déclaration de revenus, vous le savez. Pour ceux qui ont déjà fait, j'espère que vous avez bien fait attention à cette case. C'est l'erreur la plus connue, mais la plus commise aussi en même temps. C'est la case 5HY ou 5IY si vous êtes déclarant 2. En fait, quand vous faites votre déclaration de revenus sur impôts.gouv particulier, donc déjà vous cochez l'annexe qui vous correspond pour pouvoir déclarer vos revenus, et vous allez voir qu'à un moment donné, il y aura une case 5HY en l'occurrence, où en légende, il y a écrit pour les régimes micro, reporter le montant après abattement forfaitaire. Donc c'est hyper piégeux parce que vous dites ouais, moi je suis micro donc je suis concernée. En plus, il me parle d'abattement forfaitaire. Moi, je sais qu'il y a un abattement forfaitaire, donc je la remplis. Sauf que non, il faut vraiment pas remplir cette case, sinon ça vous ferait payer encore plus de cotisations sociales. Donc vous payerez 2 fois vos cotisations sociales, ça fait un petit peu mal. Donc faites très attention. D'accord. Quand on est en première année en micro-entreprise, il y a vraiment 2 cases à remplir si jamais on est en BNC. C'est la case 5XY qui, enfin, c'est là où vous devez donner le nombre de mois d'existence de votre micro-entreprise. Donc, par exemple, vous créez votre micro-entreprise en septembre 2024, il faudra écrire 4 dans la case 5XY. Et l'autre case à remplir, c'est la case 5HY en BNC hein, pour indiquer le montant du chiffre d'affaires que vous avez déclaré à l'URSSAF sur l'exercice. Il faut vraiment que ça corresponde. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais c'est une erreur qui peut être commise. Il faut que le montant déclaré sur la déclaration de revenus corresponde à ce que vous avez déclaré à l'URSSAF toute l'année. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment, avant de faire votre déclaration de revenus, de télécharger l'attestation fiscale annuelle de l'URSSAF depuis votre espace autoentrepreneur.ursaf.fr pour s'assurer que ce que vous déclarez corresponde à ce que vous avez dit à l'URSSAF durant l'année. Voilà. Donc, très attention à cette case. Ensuite, pareil, sur la déclaration de revenus, attention, il ne faut pas oublier de déclarer ses comptes à l'étranger. En fait, on a l'impression qu'on n'a pas de compte à l'étranger parce que on n'est pas étranger. Par contre, il existe quelques établissements comme Revolut, Wise, Advancis, etc., qui peut avoir un IBAN qui ne démarre pas justement par FR. Donc, vérifiez si votre IBAN commence par FR ou non. Si ça ne commence pas par FR, il faudra cocher cette case de la déclaration de revenus compte à l'étranger. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à une amende de 1 500 € par compte non déclaré. C'est un peu dommage. Donc voilà, juste vérifier et ça prend 2 secondes. Le compte PayPal, si vous avez un IBAN PayPal, peut-être, il faut juste regarder l'IBAN, si ça commence par FR ou non.
Et oui, Clément, très juste, avec Revolut. Moi, personnellement, j'ai un compte chez Revolut. J'avais un IBAN lituanien, je crois. Et il y a 2-3 ans, ils sont passés à l'IBAN français et j'ai pu faire le changement pour passer en FR. Voilà, une petite chose à laquelle il va falloir penser. Le petit 3, la TVA, mon sujet préféré. Alors, erreur numéro 3 pour l'administration fiscale, ne pas faire attention aux règles en matière de seuil de TVA. On a beaucoup parlé de TVA cette année, je sais pas. Est-ce que vous êtes redevable de la TVA pour ceux qui sont présents ou vous n'avez pas encore la TVA? Oui, non, 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 il y a un peu de tout, pas encore, oui, non. Ok, on a de tout. Ok, bon. Pour ceux qui sont déjà à la TVA, ça vous intéressera pas trop. Mais pour ceux qui n'ont pas encore la TVA, c'est quoi, juste très rapidement? C'est donc taxe sur la valeur ajoutée, d'accord? Faut pas en avoir peur. Dites-vous que la TVA, en fait, ça se décante en deux parties. D'un côté, vous avez la TVA collectée. C'est la TVA que vous allez collecter sur vos recettes. Donc, quand vous facturez les 20% à vos clients, c'est la TVA collectée. Ce n'est pas votre argent. Vous raisonnez toujours hors taxe pour vous. Et de l'autre, il y a la TVA déductible. C'est la TVA que vous allez payer quand vous faites des dépenses professionnelles. Et donc, en gros, un indépendant, quand il fait une déclaration de TVA, ça peut être mensuel, annuel, trimestriel, etc., il fait en gros, je grossis vraiment le trait, une soustraction entre la TVA collectée d'une part et la TVA déductible d'autre part. Et voilà, c'est juste ça la TVA, mais vraiment. Et si jamais vous en avez peur, sachez qu'avec Indy, vous pourriez faire votre déclaration de TVA hyper facilement en un clic, ça part aux impôts, donc voilà. Et en fait, il existe des seuils de TVA qui sont ces derniers pour le moment, depuis le 1er janvier. Ça va peut-être bouger, on ne sait pas, je sais pas si vous avez suivi un peu le feuilleton sur la réforme de la TVA, mais en gros, ils ont pensé réduire les seuils à 25 000 pour tout le monde. Sauf que pour l'instant, la réforme est suspendue jusqu'au projet de loi finance 2026. Donc, en attendant octobre-novembre 2025, les seuils en vigueur sont ceux-là. Donc, pour la prestation de service, on est à 37 500 pour le seuil minoré, qui est le seuil de franchise. Pour la vente de produits, on est à 85 000 euros. Et les avocats et artistes auteurs ont des seuils spécifiques qui sont à 50 000 et 55 000. Le seuil, en fait, il y a un seuil minoré et un seuil majoré. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a des règles autour des dépassements des seuils. En gros, on imagine que votre chiffre d'affaires de l'année dernière, donc de N-1, finit entre le premier seuil, donc le seuil de franchise, et le seuil majoré. En gros, vous dépassez le premier seuil sans dépasser le deuxième seuil. Dans ces cas-là, vous devenez redevable dès janvier de l'année qui suit. Donc là, cette année, par exemple, si vous dépassez, si vous êtes en prestation de service 37 500, je sais pas, moi, vous faites votre exercice à 40 000 euros sur 2025, et ben vous devenez redevable dès janvier 2026, parce que vous finissez entre les deux seuils. Okay, il n'y a pas d'année de tolérance comme on pouvait le voir par le passé, ça c'est terminé. Maintenant, c'est directement applicable à l'année qui suit. Par contre, si jamais vous êtes en franchise en base, c'est-à-dire que vous ne facturez pas encore la TVA, mais que là, dans l'année, vous dépassez le seuil majoré, le deuxième seuil, là, vous n'attendez pas janvier pour être redevable, vous devenez redevable dès le jour du dépassement. Donc en gros, dès le jour où vous avez encaissé la recette qui vous a fait dépasser le seuil majoré. Donc il faut faire très attention à ça parce que faut savoir que. Alors Youssef, ça c'est une erreur très commune. Il ne faut pas opposer la micro-entreprise et la TVA. On peut avoir de la TVA quand on est en micro-entreprise. Donc c'est d'ailleurs pour ça que les auto-entrepreneurs sont beaucoup mobilisés là par rapport à la réforme de TVA. C'est parce que ça concerne aussi les auto-entrepreneurs ou les micro-entrepreneurs. C'est la même chose. Voilà donc pour les seuils de TVA. Je vais pas m'étaler sur ça. Ça peut être une idée de webinaire si jamais ça vous intéresse. Juste faites attention parce que c'est à vous de suivre l'évolution de votre chiffre d'affaires et donc des dépassements des seuils. Parce que les impôts, si vous dépassez, ils vont pas toquer à votre porte pour dire coucou, tu as dépassé les seuils, il faut que tu passes à la TVA. Non, c'est vous qui devez faire la démarche sur le site impôt.gouv professionnel. Donc c'est sur impôt.gouv pro que tout se gère au niveau de la TVA. Et donc dessus, il y a une messagerie pour discuter avec le SIE, le service impôt des entreprises. Vous leur envoyez un petit message pour dire, ben voilà, j'ai dépassé les seuils. Donc il faudra dire le régime de TVA que vous choisissez au départ, donc soit en annuel, soit en mensuel, soit en trimestriel. Et à partir de quand, du coup, ça va s'appliquer par rapport à votre dépassement. Sachez que vous pouvez demander la TVA avant même de dépasser les seuils. D'accord ? C'est aussi possible, ce cas de figure. Voilà, donc faites très attention par rapport à la TVA. Okay, et suivez l'actualité. Nous, sur notre chaîne Indy YouTube, on va parler de l'actualité si jamais il y en a à ce sujet-là. Est-ce que ça va? Je vous ai pas trop perdu. C'est un peu plus clair pour ceux qui ne sont pas redevables.
et donc qui pourrait l'être un jour. Est-ce que ça va? OK, cool. J'ai toujours peur, de perdre les gens à ce niveau sur cette slide-là, mais trop bien si ça a été clair. Allez, du coup, bah, on avance. 4e erreur, rapide mais très bien. Bon, c'est essentiel, on droit au but, comme on dit, dans ma ville natale. Alors, oubliez qu'on peut être redevable de la CFE à partir du 2e exercice. Alors, la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, d'accord? C'est un peu comme une taxe foncière pour les entreprises, quoi. Et du coup, par rapport à la CFE, c'est vrai que souvent les micro-entrepreneurs pensent qu'ils sont pas concernés par ce truc-là, alors qu'ils sont totalement concernés par la CFE. La CFE, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le chiffre d'affaires réalisé en N-2. Donc si vous êtes au tout début, si vous êtes dans votre 2e exercice, vous n'avez pas de chiffre d'affaires en N-2, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le chiffre d'affaires de la première année, ils vont le proratiser sur 12 mois. OK? Donc chiffre d'affaires de N-2, hors taxe toujours. Ils vont se baser sur le taux d'imposition de CFE qui est propre à chaque commune. Donc, je pourrais pas vous dire, si vous me dites votre commune, je pourrais pas vous dire quel est le taux d'imposition, je ne sais pas. Et la valeur locative du local, si vous avez un bureau dédié à l'activité, ou sur la base minimum, si jamais vous travaillez à domicile. Donc, une base minimum, encore une fois, propre à chaque commune. Donc la CFE, tout se gère via impôt.gouv professionnel. Il ne faut pas oublier qu'on peut être redevable. Et du coup, comment ça se passe? En première année d'exercice, vous avez donc aucune CFE à payer. Vous avez cependant à remplir une déclaration initiale de CFE. Ouais, c'est un papier qu'il faut redonner. Et ensuite, après la première année, il faudra du coup payer votre CFE avant le 15 décembre, c'est ça? Oui, le 15 décembre de l'année. Donc voilà. Qu'est-ce que si on est dans un espace alors de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'ils vont prendre en compte, c'est l'adresse de votre entreprise, donc l'adresse déclarée. Vous avez normalement votre memento fiscal avec une adresse, etc. C'est cette adresse-là sur laquelle ils vont se baser pour calculer votre CFE. Donc que vous travaillez chez quelqu'un dans un coworking, bref, ça va pas changer. Vous êtes censé recevoir une notification pour la CFE par mail. Moi, je l'avais reçu par mail, hein, un rappel. Je crois qu'il envoie en novembre, 2e moitié de novembre. Je l'avais reçu, mon mail, pour me rappeler de la CFE. Mais tant vous changez d'adresse mail entre-temps, vous n'avez pas pensé à modifier l'adresse mail de impôt.gouv professionnel, et voilà, quoi, ça peut arriver. Si on a 2 établissements AMP et une en micro, et ben ça fait 2 CFE. Après, attention, si jamais vous gagnez moins de 5 000 € de chiffre d'affaires, vous êtes exonéré de CFE. Il existe aussi des secteurs qui sont exonérés de CFE, enfin des professionnels de secteurs qui sont exonérés de CFE. Je sais que souvent, les professionnels de la beauté, type prothésiste ongulaire, coiffeur, ils n'ont pas de CFE à payer. Les sages-femmes, ils n'ont pas de CFE à payer non plus. Dans le BTP, pas mal d'exonération au niveau de la CFE. Donc voilà. Alors, Carole, par rapport à la domiciliation, effectivement, il y a eu un sujet. Pendant un temps, on pensait que les BNC ne pouvaient pas domicilier, mais apparemment, ça c'est c'est devenu plus souple à ce niveau-là. Et donc, en tout cas, j'ai vu des BNC réussir à domicilier leur entreprise. Il n'y a pas de souci, c'est possible. Donc, normalement, c'est bon aussi pour les BNC, la domiciliation. Pour ceux qui ne savent pas, les sociétés de domiciliation sont des sociétés qui permettent en fait d'avoir une adresse postale ailleurs que chez vous, si vous ne voulez pas que votre adresse de domicile apparaisse sur les documents. Donc au moins, vous passez par une société de domiciliation et s'occuperont de vous renvoyer les courriers, les colis si vous en recevez. Et voilà. Après, oui, c'est vrai que j'ai pas fait de slide sur les exonérations, mais il en existe. Mais sachez que voilà, vous vérifiez si vous êtes exonéré ou non. Mais si vous n'êtes pas exonéré, il y a bien la CFE qui sera applicable et vous recevez d'ailleurs un mail en novembre pour vous prévenir de tout ça. Allez, je continue. Erreur numéro 5, oubliez qu'on a droit à des avantages fiscaux. Parce que oui, on se dit oui, en micro-entreprise, c'est simple, hein, je déduis mes charges, mais après, je peux rien optimiser. Alors, effectivement, en soi, pour le bénéfice, on peut rien déduire, à part l'abattement forfaitaire. Par contre, vous avez droit à des avantages fiscaux, on va dire universels. Enfin, tous les Français ont droit à ces crédits, ces réductions d'impôts. Juste la différence entre crédit et réduction d'impôt. Les crédits d'impôt, en gros, si vous avez un crédit d'impôt, si le montant du crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt que vous êtes censé payer, et ben en plus de payer 0 €,
ils vont vous ils vont vous payer le remboursement, de la différence encore du crédit d'impôt. Donc c'est trop bien, concrètement. Et la réduction d'impôt, c'est presque la même chose. En gros, s'il y a une réduction d'impôt qui est supérieure au montant d'impôt, donc là, vous avez payé 0 €. Par contre, le surplus ne donne pas lieu à un remboursement. Voilà, c'est juste la différence. Et donc, au niveau des crédits d'impôt, pour donner des exemples, il y a tout ce qui est service à domicile, ménage, garde d'enfants, services scolaires, etc. Et pour la réduction d'impôt, c'est surtout les dons à des associations en général ou à des partis politiques. Ça donne lieu à une réduction d'impôt. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Non, bah voilà. En fait, pensez bien sur la déclaration de revenus. Quand vous cochez vos annexes, il y a une annexe charges et c'est là que vous pouvez cocher du coup crédit, réduction d'impôt, etc. Si jamais vous en avez, si vous avez recours à des services à domicile, par exemple. Ensuite, autre type d'erreur. Donc là, on arrive sur la dernière partie. C'est un peu des erreurs en vrac. Ça concerne ni les impôts, ni les cotisations sociales. Mais on va les voir ensemble. Posez bien vos questions dans l'onglet questions. Hein. Je vois, j'ai un petit 31, 31 questions en suspens dans l'onglet questions. Donc, on va voir tout ça après. Alors, erreur numéro 1, ne pas facturer les frais de débours. En fait, c'est quoi les frais de débours? C'est quand vous allez avancer des dépenses pour le client dans le but de réaliser votre prestation ou votre bien, votre produit. Et donc, en fait, avec une note de débours, vous évitez de payer des cotisations sociales sur les frais de débours parce que ce que vous allez encaisser ne rentrera pas dans votre chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui est classifié en débours. Donc, c'est pas considéré dans le chiffre d'affaires à déclarer. Et en fait, c'est plutôt pratique parce que effectivement, vous allez encaisser de l'argent, mais derrière, vous allez l'utiliser pour payer les dépenses pour votre service. Donc, bon, vous ne gagnez pas vraiment cet argent. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien mettre en frais de débours tout ce que vous allez avancer pour le client. Et donc, les frais concernés, ça peut concerner les achats de marchandises, les achats de matières premières nécessaires à la réalisation du service ou du produit, tout ce qui est frais de port, frais de déplacement, etc., engagés pour la mission. Et donc, pour faire des frais de débours, ça ne se fait pas comme ça. Il y a quand même un processus à respecter, un format à respecter. Premièrement, il faut que vous signiez un accord écrit, ou ce qu'on appelle un mandat de débours, avec votre client, d'accord, avec le budget maximum prévu, la nature de l'achat, enfin, il faut que tout soit spécifié. Il va falloir facturer, la facture de la dépense doit être au nom du client, en mentionnant toutes ses coordonnées. D'accord. La facturation des frais de débours se fait au centime près, donc ce que vous avancez, ce que vous allez, comment dire? Ce que vous allez, le montant de ce que vous avez avancé et ce que vous allez être remboursé doit vraiment correspondre au centime près. Il faut bien conserver toutes les preuves, bien évidemment, hein, de la facture, des tickets de caisse, etc. Donc ça, c'est les frais de débours. Donc c'est un peu méconnu parfois des micro-entrepreneurs, mais sachez que vous y avez le droit. Et ensuite, vous n'aurez pas rentré cet encaissement dans votre chiffre d'affaires à l'URSSAF. Et voilà. Ensuite, autre erreur, un peu en vrac, oublier d'adhérer à un médiateur de la consommation. Donc ça va concerner uniquement les entreprises qui facturent des particuliers. Est-ce que certains d'entre vous facturent des particuliers ou pas? Je sais pas si oui. Ah, on a quand même un oui. Beaucoup de non. Ah, quand même. OK, c'est bon. Alors du coup, qu'est-ce qu'un médiateur de la consommation? En gros, c'est juste, un acteur dont le rôle est de, trouver une solution à l'amiable en cas de litige commercial avec votre client. J'insiste sur le terme litige commercial. On confond parfois la médiation de la consommation avec la RCP, responsabilité civile professionnelle. C'est 2 choses distinctes. La médiation de la consommation, c'est juste pour les litiges commerciaux. La RCP, c'est pour couvrir si jamais, vous avez causé des dégâts matériels, immatériels, corporels, aux patients ou aux clients dans le cadre de l'exercice. Donc c'est vraiment 2 choses distinctes. Et du coup, il existe toute une liste de médiateurs de la consommation qui sont classés par secteur. Je vais vous le partager dans le chat. Et au niveau des prix, il y a 3 critères à prendre en compte. Premièrement, le secteur d'activité. Deuxièmement, le coût de l'adhésion annuelle, combien ça coûte à l'année d'adhérer à ce médiateur-là, et le coût de la médiation. Donc évidemment, il y a une corrélation négative entre le prix de l'adhésion et le prix de la médiation. Si l'adhésion est élevée, le coût de la médiation sera plus faible. Ça paraît assez logique. Et une fois que vous aurez choisi votre médiateur de la consommation, il faudra faire apparaître le nom du médiateur sur
surtout, les conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation, le site, les factures, les devis, etc. Je vais vous envoyer médiateur de... je vais vous envoyer un lien dans le chat pour que vous puissiez, hop, je vous mets là, voir le nom des... Alors attendez, j'ai 3000 onglets ouverts, hop. Et du coup, c'est obligatoire du moment qu'on facture des particuliers. Et donc, le risque encouru, si vous n'adhérez pas à un médiateur à la consommation, c'est 3 000 € quand même, donc c'est pas rien. Les particuliers, ce sont des personnes, ce ne sont pas des entreprises, donc c'est comme moi, enfin une personne lambda, ta maman, ton papa, ouais, ce sont des particuliers. C'est, je sais pas trop comment expliquer. C'est vrai que j'ai pas trop de définition. C'est une personne lambda hors entreprise. Les associations, ce ne sont parce qu'en fait, c'est par rapport. En fait, c'est pour les litiges commerciaux, juste avec des parties. Enfin, c'est la règle. Si jamais vous avez un litige avec une autre entreprise, là, il n'y a pas d'obligation de recourir à un médiateur. C'est plus, il y a 2 assurances qui peuvent rentrer en compte, mais pas les médiateurs de la consommation. Le terme consommation, c'est vraiment par rapport aux particuliers. Et d'ailleurs, tout le monde, enfin tous les acteurs sont censés recourir à des médiateurs. Par exemple, il existe une médiation pour l'URSSAF. Si jamais il y a un différend avec l'URSSAF, et ben l'URSSAF peut vous proposer un médiateur de la consommation. Ils ont eux-mêmes un médiateur de la consommation, pour vous dire. Voilà. Voilà, donc erreur assez courante. Peu de personnes connaissent cette obligation à la base, donc c'est intéressant de l'avoir en tête. Troisième erreur. Merci, Charlet. Et donc, troisième erreur, rester en micro-entreprise quand ce n'est plus forcément avantageux. Alors, on va dire, il y a la combinaison de 2 caractéristiques pour se dire, OK, bon, la micro-entreprise, c'est plus forcément intéressant pour moi. Donc, premier critère, il faut que vous soyez normalement imposé en étant au barème progressif. Donc, si vous êtes imposé et qu'en plus, vous avez un taux de charge qui est bien supérieur à l'abattement forfaitaire, dans ce cas-là, on peut se poser la question de est-ce que je sors de la micro-entreprise pour soit passer en société, soit plutôt passer au régime réel, donc rester en EI, entreprise individuelle, et passer au régime réel pour déduire les charges. Pourquoi? En fait, c'est super simple. Imaginons que vous êtes en BNC, que donc l'abattement forfaitaire est de 34% quand on est en BNC, d'accord? Et que vous avez un taux de charge qui est à 50%, par exemple. Eh ben, il vaut mieux déduire 50% que 34%. Parce qu'à la fin, le bénéfice net imposable, il sera plus élevé. Il sera plus petit, pardon. Il sera plus petit. Et donc, si on déduit plus de choses, le bénéfice, il est plus petit. Et donc, si le bénéfice est plus petit, et ben derrière, le montant de l'impôt sera aussi réduit. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce que je passe au régime réel dans ce cas de figure? Mais attention, ayez cette réflexion que si vous êtes normalement imposé. Si de base, vous n'êtes pas imposé, n'allez pas vous prendre la tête avec votre taux de charge, de sortir de la micro-entreprise, puisque dans tous les cas, vous ne payez pas d'impôt. D'accord? Donc voilà, faites très attention à ça aussi. Après, il n'y a pas d'obligation. En soi, c'est pas du tout obligatoire de passer au régime réel dès que le taux de charge dépasse le seuil de l'abattement forfaitaire. Et l'ACRE joue aussi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Bah, si vous bénéficiez de l'ACRE, ça vient réduire le taux de charge puisque vous avez moins de cotisations sociales à payer. Donc voilà. Et par contre, on peut bénéficier de l'ACRE en étant au régime réel. Hein. Ça, c'est aussi possible. Juste, il y aura des régules de l'URSSAF, puisque quand on est au régime réel, vous savez, on n'est plus en micro, donc on ne déclare plus son chiffre d'affaires tous les mois. Donc, ils ne savent pas combien vous gagnez. Ils le sauront qu'avec la déclaration de revenus. Et ça donne lieu en général à une régule de l'URSSAF par rapport à l'ACRE. Je vais voir s'il y a d'autres... Ah oui, du coup. Autre erreur. Aurélie Grenet. Bon après, c'est pas quoi. La petite parenthèse sur l'ACRE, faites pas très attention. Retenez qu'en micro-entreprise, on peut avoir l'ACRE. En EI au réel, on peut avoir l'ACRE également. Et c'est tout ce qu'il faut retenir. Je vais un petit peu avancer parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions et après, on risque de déborder. Juste, dernière erreur, ne pas se protéger avec une RCP. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la RCP, ça sert à couvrir les préjudices corporels, matériels et immatériels si jamais vous exercez votre activité et voilà, que vous en causez à votre client ou votre patient. Donc le prix varie, pareil, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la couverture choisie, les franchises, les garanties et du secteur d'activité. Il y a des secteurs qui sont un peu plus exposés que d'autres. Certains secteurs sont obligés, en fait, tous les professionnels de certains secteurs sont obligés de prendre une RCP s'ils travaillent dans la santé,
dans le droit, le bâtiment, transport, tourisme, assurance, conseil, etc. Chiffres. Donc, bon, même si c'est pas obligatoire pour vous, ça reste recommandé de se protéger. Donc, pensez bien à comparer les RCP si jamais vous voulez vous protéger à ce niveau-là et comparer surtout faites-vous la concurrence entre les assureurs. Hein, donc, il en existe quand même pas mal des assureurs pour la RCP. Hop, payer à compte pro lorsque vous avez... Ok. Alors, pour les questions, s'il vous plaît, utilisez l'onglet questions. Ce sera très compliqué sinon de répondre au fur et à mesure. Utilisez bien l'onglet questions en bas à droite de l'écran. Comme ça, on pourra revenir à la fin pour répondre à toutes les questions. Okay, autre erreur, payer un compte pro lorsque les besoins sont simples. Alors oui, en fait, vous savez, on peut recourir à donc des banques traditionnelles physiques où les tarifs peuvent varier, ils sont quand même assez élevés, ou bien une banque en ligne. Pareil, c'est quand même facturé. Souvent, ils vont facturer des frais d'ouverture dans les banques traditionnelles, les frais de tenue de compte, les frais additionnels et même des frais de clôture dans certaines banques. Bon, quand on est en micro-entreprise, normalement, vos besoins sont quand même assez faibles. Si votre seul besoin, c'est d'être payé, de pouvoir payer, sans forcément avoir besoin d'accompagnement d'un conseiller, dans ces cas-là, sachez qu'il existe des solutions en ligne aujourd'hui qui sont gratuites. D'accord. Après, il existe quand même des banques en ligne qui sont quand même bien moins chères que les banques traditionnelles physiques. Donc, c'est en fonction de vos besoins, de ce que vous estimez important par rapport à votre solution de paiement. Vous pouvez faire des économies quand même à ce niveau-là, mais ne recourez pas à une banque traditionnelle physique alors que vous êtes en micro-entreprise. Les prix qui sont pratiqués sont bien trop élevés, par rapport à vos besoins. Et du coup, effectivement, Indy, si jamais vous n'étiez pas au courant, vous avez un compte pro qui est gratuit avec donc un IBAN français. Il n'y aura pas à le déclarer, c'est un déclaration de revenus. Et au moins, vous avez une solution digitale 100% gratuite et en ligne. Vous pourrez gérer vos virements, être payé, etc., etc. Indy pour les indépendants. Ah oui, donc du coup, par rapport à Indy. Indy, je vous ai dit un peu, je vous ai un peu pitché le truc au départ, mais donc on a une application, d'accord, hyper intuitive, pensée pour les non comptables. Il existe une version gratuite de Indy qui permet de suivre sa compta juste avec les recettes et dépenses. En fait, ça fonctionne sur le principe de la synchronisation bancaire. Donc, soit avec un compte pro Indy, soit avec un compte pro dans une autre banque, vous le reliez à l'application donc de comptabilité de Indy et vous voyez vos transactions en temps réel. Vous pouvez créer des factures sur la version gratuite également et prendre en photo les justificatifs si jamais vous voulez garder vos justificatifs sur Indy. Ça, c'est la version gratuite, donc c'est quand même pas mal pour une version gratuite. Et il existe une version premium de Indy qui est donc à 16 € hors taxe par mois en mensuel, ou bien si vous prenez l'offre annuelle à 144 € hors taxe par an, ce qui revient à du 12 € hors taxe par mois, en gros. Et en plus, du coup, il y aura la partie déclarative, donc tout ce qui est TVA, aide à la déclaration de revenus, et aussi accès au chat pour parler à mes collègues, des humains qui sont basés donc à Lyon et à Paris. S'il y a des questions sur la déclaration, sur plein de trucs, vous pouvez les contacter. Il y aura aussi tout ce qui est valeur probante des justificatifs. Sur la version gratuite, vous pouvez stocker vos justificatifs sur Indy, mais il n'y a pas la valeur probante. Sur la version premium, vous pouvez même jeter le papier derrière si jamais vous l'avez rangé sur Indy. Et en plus de ça, sur la version payante, on va vous donner des informations sur votre position vis-à-vis de certains seuils. Donc les seuils de la TVA, sachant que le premier seuil est proratisé, votre taux de charge, justement par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est plus intéressant d'être au réel ou non. Tout ça, c'est sur la version premium de Indy. Donc la version gratuite est quand même assez complète, donc c'est top, donc ça permet à tout le monde d'avoir un compte sur Indy. Et pour ceux qui veulent avoir plus d'accompagnement, on va dire, il existe une offre premium qui reste accessible. En tout cas, on essaie d'être accessible en donnant vraiment un panel d'options utiles pour les micro-entrepreneurs. Voilà. Donc ça, c'est Indy. Et ultra bonne nouvelle, vous avez une super offre avec Malte, 3 mois offerts pour tester Indy. Donc, il y a un petit QR code et Céline, je vois qu'elle a mis le lien de notre partenariat. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez essayer Indy. Vous avez donc 3 mois offerts. Soit vous prenez l'offre mensuelle et c'est 3 factures à 0 € qui vont s'enchaîner. Soit vous prenez l'offre annuelle et c'est une réduction de 3 fois 16 € sur la facture. Voilà. Merci beaucoup, Kelly. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions. Ouais, et je vais regarder. Il y a tes collègues qui nous ont rejoints pour répondre à l'écrit, donc il y en a pas mal. Vous avez eu la réponse juste en dessous, donc n'hésitez pas à regarder. Et vous pouvez aussi voter pour les questions les plus populaires. Donc on peut peut-être commencer par celle-ci.
Là, je vois que ça bouge un petit peu, donc les personnes sont un peu en train de voter. Je vais afficher la première si ça te va, Kelly. Allez. Hop. Donc, c'était au sujet de la case 5H. Y. Oui. Alors non, enfin non, il faut pas la remplir, pardon. Ça fait partie des erreurs justement. En fait, la case 5HY, je vais revenir sur les slides comme ça, en plus on peut voir l'explication. En fait, la case 5HY, elle sert uniquement si jamais le micro-entrepreneur n'a pas déclaré son chiffre d'affaires et donc n'a payé aucune cotisation sociale, et ben il doit quand même les payer. Le truc, c'est que ça arrive quasiment jamais. Normalement, tous les micro-entrepreneurs déclarent leur chiffre d'affaires et donc payent des cotisations sociales tout au long de l'année. Donc si vous remplissez cette case 5HY, que vous soyez en BNC, BIC ou quoi que ce soit, c'est une grave erreur parce que vous allez payer 2 fois vos cotisations sociales et ce serait un petit peu dommage. Voilà. Merci. Alors, ensuite, il y avait une question où je vois que tes équipes sont en train de répondre. Donc, je vais afficher la suivante. Donc, pouvez-vous réexpliquer le principe de l'abattement forfaitaire, comment le calculer et savoir si c'est avantageux de rester plutôt en micro-entreprise? Allez, ça marche. C'est vrai que c'était un petit point technique de la présentation. L'abattement forfaitaire, c'est la deuxième façon qu'ont les micro-entrepreneurs de payer leurs impôts. Donc, vous avez le choix entre le barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc avec le chiffre d'affaires moins l'abattement forfaitaire pour calculer le bénéfice imposable. Et après, on regarde l'imposition dans les tranches d'imposition. C'est la façon classique, on va dire. Et il y a le versement libératoire qui consiste en fait à payer de l'impôt sur le chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF. Donc là, c'est l'URSSAF qui va collecter l'impôt, 2,2% si vous êtes en BNC par exemple, et qui va reverser derrière aux impôts à l'administration fiscale. Même si vous êtes au versement libératoire, vous devrez faire votre déclaration de revenus, malgré tout. Juste, vous cochez l'annexe pour les personnes ayant opté pour le versement libératoire. Voilà, donc c'est deux façons de payer les impôts. Comment le calculer et savoir si c'est avantageux? Alors, le truc, c'est qu'il y a plein de choses à prendre en compte pour savoir si c'est avantageux ou non. Je peux pas vous dire, voilà, si vous dépassez tant de chiffre d'affaires, ce sera plus avantageux. Non, ça fonctionne pas comme ça, ce serait trop beau. Par contre, je vais vous repartager le simulateur de l'URSSAF, qui est hyper facile d'utilisation. En 2 minutes chrono, vous pouvez faire votre simulation. Et donc, en fait, vous répondez aux différentes hypothèses et dans l'une des questions, on va vous demander, avez-vous opté pour le versement libératoire ou non dans le simulateur? Et en fait, en fonction de ce que vous allez mettre, observez bien le montant net d'impôt, donc c'est le dernier montant, vous allez voir, ça va bouger. Et en fait, sur une option, ça va vous donner un montant, sur l'autre option, ça va vous donner un autre montant, et vous prenez l'option qui vous donne le montant le plus avantageux. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, autre question populaire de Charlotte. Donc pour les frais de débouche, j'ai voulu facturer un aller-retour en train pour un client, mais la SNCF ne fournit pas de facture au nom du client. Est-ce que vous avez une solution pour ça? Une solution, j'aimerais en avoir une. Malheureusement non, parce que c'est vraiment une condition sine qua non pour pouvoir considérer un frais comme un frais de débours. Il faut vraiment que ça soit au nom du client. Donc après, je prends jamais le train, je prends toujours des Blablacar. Mais du coup, je sais pas si sur la SNCF il y a une option entreprise ou quoi pour peut-être demander une facture systématiquement. Voir peut-être avec le service client de la SNCF pour le coup. Moi, à chaque fois, maintenant, je me dis toujours que les entreprises, derrière, c'est des humains. Et il faut pas hésiter à leur poser des questions, voir. Et des fois, ils font de leur mieux pour résoudre les problèmes. Donc, essayez de voir avec eux si jamais ils n'avaient pas encore demandé à la SNCF. Merci. Une question de Lucille. Quelle est la différence entre la BIC et BNC? Parce qu'on voit des différences partout. Alors, BIC et BNC, en fait, ça désigne les types de revenus. On va dire ça comme ça. BNC, c'est pour donc bénéfices non commerciaux. Ce sont les professions libérales, type prestations intellectuelles. Donc tout ce qui est professionnel de la santé, masseur, ostéopathe, mais aussi tout ce qui est traducteur, interprète, etc. Et les BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux. Et dans ces cas-là, en fait, c'est plus la partie commerciale. Il y a 2 sous-catégories au BIC pour simplifier les choses. Donc, il y a une catégorie prestation de services commerciales, type coiffeur, chauffeur VTC, dépanneur, etc. Et il y a les ventes de produits ou achat-revente, donc là avec des produits physiques en général, et donc là c'est la vente de produits en BIC. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction de la nature de votre activité
que vous aurez soit BNC, soit BIC. Et pour savoir de quel type d'activité vous dépendez, vous pouvez retrouver l'information sur votre memento fiscal, si vous l'avez. Si vous avez créé votre entreprise sur le site de l'INPI, en fait, quand vous vous connectez sur procédure.inpi.fr, vous avez accès à vos formalités. En fait, suivre les formalités d'entreprise, et vous pouvez retrouver votre synthèse de votre formalité, en fait, à ce moment-là. Et dessus, il y a écrit BIC ou BNC dans option fiscale. Donc voilà. Est-ce que c'est clair pour la personne qui a répondu? Je ne sais pas qui a posé la question. Je pense qu'on va avoir l'information dans le chat. Et bon. La prochaine question, la voici. Alors après, c'est peut-être un cas particulier, il faudra peut-être échanger. J'ai opté pour le prélèvement libératoire que je suis en BNC. Quand j'ai déclaré, ils me demandent de leur payer encore 4 000 €. C'est bizarre, c'est très bizarre parce que je sais... Alors, faire attention, faire vraiment attention aux annexes que vous cochez au tout début. Parce qu'en fait, quand vous avez votre déclaration de revenus, vous avez bien une annexe qui s'appelle annexe pour les personnes ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Cette annexe-là, il faut la cocher quand on est au versement libératoire, qu'on soit en BIC ou en BNC. Et à côté, il ne faut pas cocher l'annexe revenus non commerciaux professionnels ou revenus industriels et commerciaux professionnels. Parce que si vous faites ça, en fait, vous déclarez 2 fois votre bénéfice et vous payez donc de l'impôt sur la partie IR avec le barème progressif d'une part et sur la partie versement libératoire que vous avez payé tout au long de l'année. Donc faites très attention. C'est peut-être une question d'annexe à voir. Moi, je soupçonne ça en tout cas. Et sinon, contactez le SIP, donc Service Impôt des Particuliers, depuis votre espace impôt.gouv particulier. Peut-être qu'ils sauront répondre à la question. Merci. Maintenant, une question de Carole. En tant qu'apporteur d'affaires, la RCP est-elle obligatoire et sinon, est-ce qu'elle serait utile? Alors, il me semble pas. Alors, je vous avoue que je ne connais pas les obligations de toutes les professions, mais il ne me semble pas qu'en tant qu'apporteur d'affaires, la RCP soit obligatoire. Quoique, les agents commerciaux, c'est obligatoire, en tout cas dans l'immobilier, les apporteurs d'affaires. Je pense pas que ça soit obligatoire. Normalement, non, mais bon, c'est quand même bien de souscrire une RCP au cas où. Merci. Alors, je vois que ça bouge pas mal dans les questions. Encore une fois, n'hésitez pas à voter si jamais vous voyez que certaines sont intéressantes pour vous aussi. Alors, question de Anne. Quels sont les avantages des prélèvements libératoires quand on assure un chiffre d'affaires récurrent correct par rapport au dispositif classique? En fait, l'avantage du prélèvement forfaitaire libératoire, c'est de payer moins d'impôts que le barème progressif si on gagne un certain niveau de revenus. Donc, vous verrez, encore une fois, utilisez le simulateur parce que c'est via ce simulateur-là que vous pourrez voir si, avec le chiffre d'affaires que vous gagnez, en plus il est stable, c'est hyper facile pour faire la simulation pour le coup, et vous voyez ce qui donne le résultat net d'impôt le plus élevé. Donc, il se peut que vous ayez dépassé finalement le montant pour que ça soit plus avantageux de passer au versement. Ou sinon, peut-être rester au barème. À vous de voir selon la simulation. Merci. Alors, ensuite, question de Manon. Je déclare mon activité en BIC et en BNC, création graphique, avec beaucoup d'achats. Comment ça se passe pour les dépassements de seuil? Ok. Donc là, c'est la BIC vente de produits. Donc le seuil, il est bien à 85 000. En fait, il faut vraiment dissocier le seuil BIC et le seuil BNC. D'accord. Il faut que le chiffre d'affaires lié au BNC ne dépasse pas le seuil de 37 500 €, et que la partie BIC ne dépasse pas le seuil de 85 000 €. Et il n'y a pas de j'additionne les deux et je regarde si ça dépasse l'un des seuils. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est vraiment par type d'activité. Par contre, si jamais vous dépassez, par exemple, dans la prestation de service, vous finissez à 40 000 €, et vous devenez redevable sur toutes les activités. Donc, vous ne pouvez pas être redevable que sur du BNC et pas redevable sur le BIC. Non, vous devenez redevable sur toute la partie, toutes les activités, même si côté BIC, vous n'avez pas dépassé le seuil BIC. Juste, vous avez dépassé en BNC, donc ça fonctionne sur toute l'entreprise. Voilà. Merci. Question de Mathilde maintenant. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Sachez qu'il y a aussi des équipes qui vous répondent à l'écrit, pour les cas peut-être les plus spécifiques. Ouais.
J'ai opté pour le versement obligatoire alors que j'y avais pas droit. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait la régule sur ma déclaration de non-annonce un prélèvement à la source à partir de septembre prochain à 10%. Qu'est-ce que c'est de payer l'URSSAF 2022 et des impôts si élevés? Oula! Alors, du coup, déjà par rapport. Donc là, vous n'avez pas le droit en 2024 et du coup, vous avez dû corriger. Déjà, est-ce que vous avez corrigé correctement? Est-ce que vous avez bien sélectionné crédit d'impôt dans la déclaration de revenus? Parce qu'il faudra le faire et indiquer le montant qu'il va falloir rembourser sous forme de crédit d'impôt, d'une part. Ensuite, le prélèvement à la source de 10%. Donc là, c'est sûrement que vous avez, c'est bizarre, soit vous gagnez beaucoup d'argent, je sais pas, soit, donc ça, il se base sur la déclaration de revenus, l'annexe que vous avez remplie sur impôt.gouv pour déterminer le prélèvement à la source. Sachez que le prélèvement à la source en micro-entreprise, même tout le monde, même en tant que salarié, on peut le modifier sur impôt.gouv particulier. Vous pouvez gérer vos acomptes, en fait. Donc ça, vous pouvez le faire sur un impôt.gouv particulier en modifiant et en donnant une hypothèse de combien vous comptez gagner en revenus. Et si jamais vous pouvez pas le modifier, normalement vous pouvez le modifier, mais si jamais vous pouvez pas le modifier, appelez vos impôts. Mais voilà, il se base toujours sur la déclaration de revenus de toute façon pour déterminer le niveau de prélèvement à la source. Et doit-on payer l'URSSAF de 22% et des impôts si élevés? L'URSSAF, c'est l'URSSAF, donc le taux ne bouge pas, j'ai envie de dire, ça, que vous soyez au versement libératoire ou non, le taux, c'est le même. Et les impôts, juste, c'est bizarre. Donc, si jamais vous voulez qu'on en rediscute, alors, je vais vous partager la chaîne de Indie, la chaîne YouTube, parce qu'on fait pas mal de vidéos sur les impôts justement pour les micro-entrepreneurs. N'hésitez pas à poser la question en commentaire et je pourrais vous faire une réponse écrite sur le commentaire que vous aurez posé. Voilà. Merci beaucoup, Kelly. Bon, on va encore prendre 2-3 questions. Je vois on arrive bientôt au temps imparti. Question de Rosemary au sujet de la CFE. Au moment où elle veut la payer, une mention pas concernée. Alors, il y a des cas d'exonération, il en existe. Si, par exemple, vous êtes considéré comme, je sais pas si c'est en artiste-auteur, enfin en tant que graphiste, on peut être artiste-auteur peut-être, parce que certains artistes-auteurs donc sont exonérés. Ensuite, peut-être que vous exercez dans ce qu'on appelle une ZFU, zone franche urbaine, ou ZRR, zone franche urbaine, il me semble, c'est l'exonération. Donc ça dépend, peut-être que c'est lié à votre adresse postale, tout simplement, qui vous permet d'être exonéré. Ou si vous avez fait moins de 5 000 €, mais je pense que vous faites peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Voilà. Mais après, si vous n'êtes pas concerné, trop bien, j'ai envie de dire. Pour une fois que c'est dans ce sens-là. Merci. Une question de Anne. Pouvez-vous préciser les secteurs qui imposent la RCP ou vous nous dire où trouver l'info? Oui, du coup, je les avais cités, les secteurs, je sais plus c'était où, quelque part, là. Donc, en fait, tout ce qui est santé, dès qu'on manipule de l'humain, donc ça soit des soins, on donne, je sais pas moi, je connais pas trop dans ces trucs-là, mais bref, voilà, dès qu'on est dans la santé, là, il faut une RCB. Tout ce qui est droit, même chiffres, tout ce qui est comptabilité, avocat, ce genre de choses, il faut une RCB parce qu'il faut se protéger. Tout ce qui est bâtiment, parce que là, on fait dans la construction, donc derrière, après, il y a des humains qui vont vivre dans des choses où on va construire, donc il faut une RCP. Transport de personnes, transport de marchandises, la RCP est obligatoire. Tout ce qui est tourisme, donc agence de voyage, si jamais si vous proposez un voyage et ça se passe mal pour eux, oui, il vaut mieux être protégé aussi. Assurance conseil, donc tout ce qui est courtier d'assurance, etc. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment les secteurs où on peut être obligé de prendre une RCP. Après, les informations, je pense qu'on peut les retrouver sur un biofip, mais je ne connais pas le numéro du biofip de l'article pour le coup par cœur, mais ça peut se retrouver normalement sur Internet, je pense qu'on peut le retrouver. Mais je peux pas vous le donner là comme ça, désolée. Merci beaucoup. Alors, une question, ça peut concerner pas mal de personnes lorsqu'on ne reçoit pas de notification des impôts. Est-ce qu'il faut les contacter du coup? Ou ça veut juste dire qu'on n'est pas redevable? Normalement, vous avez dû recevoir en toute première année, l'année de création, la déclaration initiale de CFE. Vraiment, vous avez dû la remplir et la renvoyer. Si c'est pas le cas, déjà, il faudrait peut-être se manifester parce que c'est pas normal. Et s'il n'y a pas de CFE à payer, je trouve ça bizarre parce que même moi, donc j'ai une activité à côté, mais j'étais pas redevable à la CFE. J'ai quand même eu un avis de CFE. J'ai dû la faire et donc il y avait bien écrit 0 €, mais j'ai dû la faire quand même. Donc moi, je vous invite vraiment à contacter votre SIE au cas où. En plus, ça montre votre bonne foi aussi. Donc voilà. Merci.
Je rebalaye Ouais. les dernières questions. Celle-ci, je pense qu'elle peut aussi concerner pas mal de personnes pour justement les années consécutives sous le seuil et lorsqu'on dépasse. Pour la TVA, si on est 2 années consécutives sous les seuils alors qu'on était au-dessus avant, que se passe-t-il? Donc là, ça veut dire que vous êtes redevable de la TVA. On est bien d'accord. Et en fait, vous êtes toujours redevable. Après, vous pouvez vous manifester si effectivement vous avez une vraie baisse de votre activité et que vous savez que vous serez toujours sous les seuils. En plus, ça fait 2 années consécutives, donc normalement, c'est bon. Vous pouvez contacter votre SIE pour pouvoir modifier. Alors, encore une fois, c'est ça le problème avec les SIE. Chaque ville a son SIE. Et donc, des fois, on peut avoir des sons de cloche différents. Donc, faites très attention à ça. Donc, contactez directement votre SIE pour avoir une réponse personnalisée. Normalement, pour moi, ça devrait passer. Merci. Il y a une question mi-Malte, mi-Indie. Ah, il me semble que Malte incorpore une RCP dans un... Alors, je suis pas au courant de la RCP de Malte pour le coup. Mais... Ouais, effectivement, c'est pour les missions que vous faites via Malte, mais si vous en faites à côté, effectivement, il en faudrait. Bon, ben voilà. Mais, voilà, on va peut-être prendre une toute dernière question. J'essaie de voir celles qui sont les plus populaires. Ah, celle-ci peut concerner pas mal de personnes en tant qu'indépendant. Une fois le seuil dépassé, est-ce qu'on peut revenir? Une fois le seuil de versement libératoire dépassé, on peut plus revenir en arrière en tant que... Alors j'ai... Ah, pour si jamais vous baissez et vous voulez opter pour le versement libératoire, puisse revenir rétroactivement, c'est ça? Si je comprends bien. Si, en soi... il faut que les conditions soient respectées. Donc, les conditions, c'est quoi? C'est revenu fiscal de N-2 et chiffre d'affaires de N-1. Donc, vous pouvez dépasser. Et si votre activité diminue et que, in fine, ça diminue tellement que sur les années qui suivent, bah, vous remplissez de nouveau ces critères-là, vous pouvez opter de nouveau pour le versement libératoire. C'est juste une question de critères, quoi, enfin de conditions.